La Deuxième Guerre mondiale est sans doute l'un des conflits les plus importants et les plus meurtriers du 20e siècle. Le conflit qui commence officiellement le 1er septembre 1939 et qui se termine le 2 septembre 1945 oppose alors deux forces majeures. D'un côté, nous avons celle de l'Axe et celle des Alliés. Du côté de l'Axe, on retrouve alors l'Allemagne, le Japon et l'Italie. Et pour ce qui est des Alliés, on retrouve alors la France, le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis et bien entendu l'URSS à la fin du conflit. Dans ce contexte de violence, plusieurs idéologies voient alors le jour dans plusieurs régions et le Québec n'échappe pas à la règle. Si on peut penser qu'en Amérique du Nord, les idéologies extrémistes comme le fascisme hitlérien n'étaient pas monnaie courante au Canada, eh bien détrompez-vous car au Québec, nous avons connu notre fureur. Ainsi donc, si au Québec nous pensons que le fascisme était quelque chose réservé uniquement à l'Europe, eh bien c'est une très belle erreur. Allez, aujourd'hui à l'émission, on s'intéresse au fureur canadien et à son parcours, Adrien Arcan. En 1899, naît cette année-là dans la grande ville de Montréal le jeune Adrien Arcan. À partir de 1914 et ce jusqu'en 1919, il fait diverses études dont celle d'ingénieur chimiste, mais lorsque la grippe espagnole le touche en 1918, il quitte l'école. À la même époque, il se tourne vers le journalisme et la politique, suivant les traces de son père dans ce dernier domaine, malgré une vision opposée à celle de son paternel. Avant le crash boursier de 1929, Arcan écrit quelques textes pour divers journaux avant d'entrer dans celui de La Presse, encore actif en 2022. Au début de la période de la Grande Dépression, il est congédié de son poste après avoir fondé et dirigé un syndicat catholique de journalistes et se retrouve rapidement dans la misère avec sa famille. Pour contrer cette situation précaire, Adrien Arcan fonde de petits hebdomadaires avec l'imprimeur Joseph Ménard. Ces journaux sont avant tout humoristiques et populistes au départ. Pour reprendre les mots de l'historien Jean-François Nadeau, c'est un mouvement populaire dont l'humour est un peu bon enfant, assez insignifiant, mais ça fonctionne. Cette initiative lui permet alors de faire quelques revenus en plus d'y voir un moyen de promouvoir de plus en plus ses idéologies partisanes au national-socialisme dès les années 30. Très bon orateur et charismatique, Arcan arrive à séduire une certaine partie de la population canadienne. Au départ, il remplit quelques salles dans le Québec, mais très vite, c'est dans tout le reste du Canada que sa réputation se fait connaître. Dès la montée du nazisme dès 1933, on assiste alors à une montée exponentielle de l'antisémitisme. Cependant, il est important de relativiser la chose car ce mouvement de pensée n'est pas propre à l'idéologie hitlérienne. Tout au long de l'histoire, et ce jusqu'au premier millénaire de notre ère, l'antisémitisme voyage et se développe sous différentes formes. Par exemple, avant le Xe siècle, dans la vision des pratiquants catholiques, la population juive était responsable de la crucifixion du Christ et de la destruction du temple par les Romains, et pour n'avoir jamais ni renoncé à sa foi ni accepté le christianisme. Au XVIIIe siècle, l'antisémitisme prend alors une tournure tantôt culturelle, tantôt intellectuelle, malgré l'apport religieux qui est alors en dominance. Si certains dirigeants permettent alors au peuple juif d'occuper des postes dans le domaine du commerce et tout ce qui l'entoure en plus du domaine des arts, d'autres leur interdit carrément d'occuper l'armée, d'obtenir des postes administratifs en plus d'être propriétaires de terres. D'une autre part, et c'est dès le 19e siècle, la civilisation européenne devient de plus en plus loyale et nationale envers sa propre nation, puisque celle-ci est dirigée par des dirigeants totalitaristes. De plus, durant la fin du 19e siècle, les innovations technologiques et le développement des connaissances scientifiques, plus particulièrement dans le domaine de la biologie humaine, la génétique, la psychologie mais aussi l'évolution, ouvrent maintenant la voie à une vision raciste envers le peuple juif. Basée et engendrée sur des croyances communes erronées telles que l'inégalité, la race, la soi-disant dominance de la race blanche, la civilisation occidentale adopte alors des théories persécutantes basées sur des stéréotypes passés. Ici au Québec, une partie de la population canadienne-française, comme dans toute autre province du Canada du 20e siècle, se retrouve à être particulièrement hostile et adhère rapidement au mouvement antisémitiste. Dans l'Amérique du Nord, tout comme dans le reste de l'Europe, les répercussions de la Grande Dépression radicalisent les esprits. Dans le cas du Québec, c'est surtout la population ouvrière qui en mord la poussière au détriment des autres classes sociales. C'est d'ailleurs parmi eux que le parti d'Arcan trouvera la majorité de ses adhérents.
Parmi cette population, on retrouve alors Adrien Arcand qui a envie d'aller un peu plus loin et d'expliquer la misère que vit le Canada. Peur produit de son époque, Arcand utilise l'antisémitisme comme explication universelle. Tous les maux sont causés par le complot juif. Il ira même jusqu'à dire que Jean Lesage, homme politique canadien, premier ministre du Québec et père de la Révolution tranquille, est un conspirateur juif et que son vrai nom est plutôt John Wiseman. Malgré un fort intérêt et respect pour Hitler et le Troisième Reich, Arcand voit plutôt l'idéal de sa nation à travers celle de la Grande-Bretagne. Profondément royaliste, ses inspirations sont alors britanniques plutôt qu'européennes, ce qui fait alors une grande particularité d'Adrien Arcand. Entre 1929 et 1938, Adrien Arcand dirigera alors plusieurs petits partis politiques, notamment celui du national-socialisme chrétien. Il choisira alors la swastika comme logo principal et l'agrémentera alors de feuilles d'érable et d'un castor canadien. Nommé également les chemises bleues en raison de la couleur des uniformes mais aussi du rapprochement qu'il est possible de faire avec les chemises ouvrières, le parti s'unit rapidement à d'autres du même genre. Dès 1938, il devient alors le Parti de l'Unité nationale avec toujours comme chef Arcand. Les principales activités du groupe se résument en bagarres contre les populations minoritaires canadiennes, les immigrants, mais également les opposants politiques. Au début de la Seconde Guerre mondiale, Adrien Arcand, qui se prétend alors être le Führer canadien, est arrêté dans les rues de Montréal le 30 mai 1940. À ce moment, il est accusé d'avoir comploté contre le gouvernement et d'avoir voulu son renversement. Il est alors envoyé dans un camp d'internement qui sont gérés par la Gendarmerie royale ou la GRC pour faire plus simple. Dans ces fameux camps, la règle est simple. Ils mettent tous les civils qui sont jugés comme suspects. Lorsque la guerre de 14-18 éclate, le Canada établit divers camps, dont 4 au Québec. Ce qui en fait l'une des provinces qui en compte le plus avec l'Alberta, même si les provinces de l'Ontario et de la Colombie-Britannique en possèdent jusqu'à 6. Lorsque 20 ans plus tard Hitler déclare la Seconde Guerre mondiale, le Canada recommence le même plan d'action. Cette fois, on compte cependant 10 camps d'internement tout comme en Ontario, contre 4 pour l'Alberta et 1 pour le Nouveau-Brunswick. Parmi tous ces camps, il y a celui de Petawawa, là où Adrien Arcand et son parti sont envoyés jusqu'en 1945. Au début de son entrée au camp, Adrien Arcand est acclamé et est vu comme un héros par les partisans. Avec beaucoup de fierté et sans censure, il prend alors beaucoup de plaisir à étaler ses plans qu'il prévoit si Adolf Hitler remporte la guerre. Contrairement au Führer allemand, il ne recherche pas la terre promise, mais espère plutôt faire du Canada un Commonwealth fasciste mené par l'Empire britannique au même désir. Enfin libéré en 1945, Adrien Arcand retourne alors vivre avec sa femme et ses 2 enfants. Toujours passionné par la politique, il se lance alors dans les élections fédérales de 1949 et 1953 et obtient la 2e place les 2 fois. Ce qui est le plus passionnant avec cet homme, c'est qu'il est resté fidèle aux idéologies d'Adolf Hitler même à la fin de la guerre. Lors d'un discours en 1965, Adrien Arcand était même fier d'affirmer que Pierre Elliott Trudeau le soutenait dans sa cause. Ni une ni deux, Pierre Elliott Trudeau s'est empressé de dire qu'il était contre les idées d'Adrien Arcand, même s'il promouvait la liberté d'expression. En 1967, alors âgé de 67 ans, Adrien Arcand meurt d'un cancer. Cependant, avant de mourir, il décide alors de remettre les rênes de son parti à son plus fidèle partisan, Gérard Lanco. Pendant près de 50 ans, Adrien Arcand aura voulu à plusieurs reprises instaurer un régime dictatorial au Canada. Cependant, il n'y arrivera jamais étant donné que la population canadienne-française et celle du Canada est très loin de vouloir ce genre d'idéologie. Dès le début de sa vie, il aura tout fait pour mettre la totalité des mots sur le peuple juif et de vouloir faire du peuple francophone une nation à part entière. Lorsqu'on parle de l'histoire du Québec et du Canada dans les cours d'histoire, on entend alors très peu parler d'Adrien Arcand et pourtant c'est un personnage très important dans notre histoire. Allez, nous sommes à la fin de cet épisode, j'espère que vous aurez apprécié celui-ci, même s'il était peut-être un petit peu plus court qu'à l'habitude. N'hésitez pas à laisser un pouce, à commenter, à partager, à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!